C'est une voix, une présence, un visage. Pierre Bellemare, visage mythique de l'histoire de la radio et de la télévision française. Bonjour Pierre Bellemare. Bonjour. Vos histoires sont toujours extraordinaires. Ça fait 40 ans. Vous aviez publié vos premières histoires extraordinaires avec Jacques-Antoine. Et personne n'y croyait. Personne n'y croyait. Non, parce que lorsque j'allais voir les éditeurs, ils me disaient « Mais monsieur, vous les racontez à la radio, donc personne ne va acheter ce bouquin puisque c'est la même chose, donc c'est pas la peine. » Donc non, ça ne nous intéresse pas. Et finalement, il a fallu que Jean-Luc Lagardère crée sa propre maison d'édition, édition numéro 1, pour éditer mon bouquin. Oui. C'était un triomphe, c'était incroyable. Et ça a marché à 250 000 exemplaires dès le premier volume. Oui, pourquoi? Parce que quand on vous lit, on entend votre voix, on entend votre présence. Et puis, je pense que quand on regarde la radio, on écoute la radio, on regarde la télévision, on voyait une émission de temps en temps, ou on écoutait une émission de temps en temps. On ne les écoutait pas tous, bêtement, comme ça, tous les jours. Donc, finalement, les gens étaient très contents de retrouver des histoires qu'ils n'avaient jamais entendues. Et c'est quoi une histoire extraordinaire, Pierre Bellemare? Alors, une histoire extraordinaire, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être d'abord dans l'intimité d'une famille. Il y a des histoires qui sont... Par exemple, je repense à cette histoire de cette famille belge qui, au moment de la débâcle, vous savez, fuit également devant les Allemands et traverse la frontière française. Et à ce moment-là, il y a des Stukas qui s'amusaient à tirer à la mitrailleuse sur les gens qui n'avaient pourtant aucun danger pour eux. Et donc, il y a une jeune fille qui était avec ses parents qui est blessée. Les parents cherchent quelque chose, ils rentrent dans un village, ils voient une église, ils rentrent dans l'église. Arrive un officier allemand. Il va voir cette église, il voit une porte entrouverte, il dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Il rentre et il voit le père, la mère et la jeune fille allongés par terre. Cet Allemand est un soldat allemand, mais ce n'est pas un tortionnaire allemand, bien. Et il décide de prendre une ambulance, de ramener cette jeune fille sur l'arrière pour la soigner. Sa vue va être perdue, mais elle va être sauvée. Il vient une seule fois la voir dans la nuit qui suit, il donne son nom aux parents, et il ne se revoit plus jamais. Arrive la fin de la guerre, cet homme qui avait vu cette jeune fille, qui était très belle, il faut bien le dire, mais qui en était tombé follement amoureux, va faire une enquête pour la retrouver. Bien sûr, les Français, voyant un officier allemand qui vient leur demander le nom, l'adresse d'une jeune fille française, hop, évidemment, il lui raconte n'importe quoi et le type part désespéré. Donc, il ne retrouve jamais cette jeune fille. 30 ans se passent, nous sommes sur la Côte d'Azur, ce monsieur est devenu le représentant de la compagnie allemande, Lufthansa, à Nice. Et un jour, le monsieur, avec sa fille, lui, il vit sur la Côte d'Azur, et il voit dans la presse que un monsieur allemand est mort, qui était le patron de la Lufthansa. Et en regardant le nom, il dit « Mais ça, c'est le nom que m'avait donné l'officier qui t'a sauvé. » Alors il appelle la maman, il dit « Madame, je sais, votre fils vient de mourir, etc., mais je voudrais vous demander quelque chose. Est-ce que c'est lui qui était en France dans tel moment et qui a sauvé une jeune fille ?» Oh, elle lui dit « Oh, monsieur, il a cherché cette jeune fille pendant des années après la guerre, il ne l'a jamais retrouvée, hélas. Bon. Mais alors, où êtes-vous ? Bien, nous sommes à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Ah oui ? Vous êtes dans la descente, là où il y a des immeubles en escalier, en quelque sorte. Bon. Il dit, oui, vous êtes le dernier. Ah, le dernier ? Mais moi, je suis tout en haut. Mais alors, avec mon fils, il y a une terrasse sur le côté. Oui, madame. Et le monsieur avec la jeune fille qui prenait l'air le soir et que nous voyions du haut, c'était vous? Et c'était elle? Oui, madame, c'était elle. C'est effrayant. C'est incroyable. Hein? Voilà. C'est ça une belle histoire. C'est une belle histoire parce que c'est un raté total, mais en même temps, bon, ça respire l'amour, ça respire... Ouais. C'est magnifique, quoi. Et c'est le hasard de la vie, qui est d'une cruauté souvent terrible. Ouais. La vie est terriblement cruelle parfois. Et par contre, dans d'autres cas, magnifique. Oui, mais la vie, Pierre Bellemare, ce sont des histoires finalement. Ben oui, bien sûr. C'est ça la vie. La vie, c'est une histoire, bien sûr. Si on avait une vie sans aucune histoire, hein, même des petites histoires, parce que les histoires que nous traversons sont bien sûr peu racontables, il y en a très peu d'intéressantes, mais cela dit, sans nos petites histoires qui nous font vivre, qui font travailler notre imagination, on n'existerait pas, oui. Ça n'aurait pas d'intérêt. Oui, là vous partez dans ce nouveau livre qui est publié chez Flammarion, c'est 33 objets, 33 destins extraordinaires. Oui. Vous partez d'un objet, et ces objets vont raconter des personnages, vont raconter des vies, vont raconter des destins, vont raconter des aventures inattendues. Voilà, mais
je suis parti d'un objet dont je raconte un peu l'histoire dans la préface. Je le dis. Cet objet, c'était à l'occasion d'une émission de radio où on avait présenté les objets mystérieux. Ça a été un grand jeu qui est devenu l'objet introuvable, enfin bref, le schmilblick avec Coluche, etc. Bien. Et nous avions présenté des objets très beaux au départ, curieux, bizarres, mais très beaux. Et une dame m'avait envoyé un petit mot en me disant « Voilà, j'aimerais vous voir parce que j'ai un objet, je pense qu'il conviendrait parfaitement à votre émission. Je voudrais vous le faire voir. » J'étais très méfiant parce qu'on recevait des lettres nombreuses et variées. Et je me demandais chez qui j'allais tomber. Mais non, pas du tout. Je tombe sur une femme absolument charmante. Et elle me fait voir son camée. Vous savez, le camée, c'est une sorte de sculpture sur un coquillage. C'est une spécialité de Naples. C'est entouré généralement d'or. C'est très joli. Les dames portent ça au décolleté. Et généralement, au dos du camée, on met la petite fleur que son amoureux lui avait offerte pour la première fois, des choses comme ça, il y a un petit souvenir. Et au dos de ce camée, il y a deux épingles. Et je dis, pourquoi 2 épingles? Elle me dit, bien voilà, notre trisaïeul n'était pas aimé par le roi qui régnait sur la France à cette époque-là, et il a été mis au cachot, dans un cachot totalement sombre où il n'y avait pas un gramme de lumière, donc dans la nuit totale. Quand il est arrivé là, il a dit « Je suis foutu, je vais mourir fou ». Et puis, il tâte son costume et il sent derrière le revers 2 épingles. Cet homme était extrêmement économe. Il avait ramassé ces 2 épingles un jour par terre, parce qu'il les avait vues là. Il les avait piquées, il les avait oubliées même sur son revers. Donc il les sort, il lui vient l'idée, il les jette dans la cellule. Et il passe sa vie à les rechercher. Et quand il les avait retrouvés, paf, il les a rejetés, et ainsi de suite. Ce qui a occupé son cerveau, ce qui l'a sauvé. 1 an plus tard, il est libéré, il regagne sa famille, il leur explique la chose, et ces 2 épingles étaient toujours dans le camée familial. Elle comprend que grâce à ces 2 épingles, elle est là. Et oui. Que sans ces 2 épingles, elle ne serait pas vivante. C'est beau. Des objets. Alors, il y a toutes sortes d'objets. Évidemment, vous racontez Landru. Alors, c'est... Qui là est une imbécilité, parce qu'il est impossible que Landru se serve de cette cuisinière. L'objet, c'est la cuisinière, bien sûr, mais la cuisinière, vous savez entre les mains de qui elle est, quand même? Un homme de télévision très célèbre. Oui. L'un des plus célèbres actuellement. Vous le dites dans le livre. Laurent Ruquier. Voilà. Bon. Mais cela dit, il le dit lui-même, je ne suis pas sûr du tout que ça ait servi, parce que c'est vrai que ce four, on peut y cuire grosso modo 1,5 kg de viande. Alors vous voyez, découper une dame, et puis plusieurs, mais il n'y en a pas qu'une seule, à raison d'1,5 kg. Vous révélez dans ce livre qu'il avait écrit une lettre qui devrait être publiée après sa mort, s'il était condamné à mort, dans laquelle il disait la vérité était dans cette cuisinière. Oui, non, il s'amusait. Vous savez, il l'a bien dit d'ailleurs au moment où on a 2 fois d'ailleurs, des grands criminels ont eu la même réaction face aux avocats ou au président qui venait à la fin totalement, juste avant de passer à la guillotine, leur dire enfin vous pouvez parler maintenant. Hein, et les 2, Landru et Petiot, un peu plus tard, ont dit la même chose, c'est-à-dire j'emporte mes souvenirs avec moi. Autre objet, c'est la guillotine. Alors, vous racontez l'histoire d'Anatole Desblair. Oui. Incroyable, ce bourreau. Ah ben, On va retrouver des carnets. Oui, bien sûr. Alors, j'ai raconté cette partie-là, qui est plus proche de nous, mais en fait, ces familles se joignent tous. Et Samson, qui est le grand bourreau de la Révolution, bon, il a connu un moment de vedettariat extraordinaire qui est après la Révolution. Les Anglais sont revenus en France et ils voulaient voir absolument, mais absolument, la guillotine et surtout le fer qui avait coupé la tête à Louis XVI. Alors c'était du tourisme anglais, mais tout le monde venait voir ça. Des jeunes filles, tout, incroyable. Et un jour, une famille anglaise qui vient comme ça, qui vient voir Samson, il les emmène à la guillotine et devant eux, la fait marcher un petit peu. Il coupait des bouts des petits tas de foin, vous voyez, bon, c'était innocent. Et il y a une des jeunes filles qui est là, qui dit « Oh, moi, je voudrais monter sur la guillotine, je voudrais m'allonger sur la guillotine pour voir ce que ça fait. » Alors, Samson dit « Non, mademoiselle, je ne peux pas faire ça. » Et le père et la mère disent « Mais écoutez, puisqu'elle veut, faites-le. » Alors, il l'allonge sur la guillotine. « Ah, je veux avoir le coup dans le... » C'est horrible, cette histoire-là. Dans la lunette. Je veux avoir le coup dans la lunette. « Non, écoutez, non, on ne va pas faire ça. »« Mais si, puisqu'elle le veut. » Alors, hop, on lui met le coup dans la lunette. Samson a terminé l'histoire en disant « J'ai vu le moment où elle allait dire « Lâchez !»
Ça lui a suffi, fort heureusement. Mais c'est pour vous dire le mythe de la guillotine. Et tout le monde demandait évidemment à acheter le couteau qui avait coupé la tête à Louis XVI. Oui. En couverture de ce livre, voilà, il y a une valise. Oui, la valise, alors ça, c'est une histoire extrêmement, à la fois incroyable et émouvante. C'est une jeune fille qui, un jour, doit partir de chez elle parce qu'elle reçoit une lettre lui disant, voilà, nous allons vous emmener dans un camp pour travailler. C'est une juive. Elle ne se doute absolument pas, évidemment, que ce camp est un camp d'extermination, bien entendu. Et elle part, elle dit, bon, je vais aller travailler dans un camp, c'est pas très grave. Donc elle part avec une petite valise dans laquelle elle met ses petites affaires. Elle arrive au camp, quelques jours plus tard, elle est gazée. Elle disparaît donc. La valise est là. Et curieusement, cette valise va être tout au long de la vie de ce camp, cette valise va être sauvée en quelque sorte par une nouvelle personne qui la prend et qui la conserve jusqu'à la libération de ce camp. À la libération, la dernière personne qu'il avait entre les mains part avec. Et quand elle voit qu'à Jérusalem, on va faire un monument pour le souvenir et l'honneur de ces victimes ô combien nombreuses en Europe, elle dit peut-être que cette valise serait un vrai symbole pour ce monument. Elle écrit en Israël, les Israéliens lui répondent, viennent voir, emportent la valise, et elle est aujourd'hui, vous pouvez la voir si vous allez à Jérusalem, elle vous attend là, comme le symbole de tout ce qui s'est passé dans ces camps d'épouvantables, et qui est résumé par cette petite valise toute seule, en carton. Pierre Bellemare, ces souvenirs qui sont racontés dans ce livre, on y croise Édith Piaf, Marlène Dietrich, on y croise Victor Hugo, on y croise des personnages de Roosevelt. avait donné de beaux bijoux à Édith Piaf. Comment des objets changent la vie, finalement, peuvent même vous la sauver ou la transformer. L'étui à lunettes de Roosevelt, parce que la balle, c'est l'attentat, et la balle, elle est arrêtée par l'étui à lunettes. Bon. C'est assez fréquent, j'ai remarqué que dans les assassinats de gens célèbres, et notamment d'hommes politiques célèbres, il y a souvent un truc qui arrive et qui fait que la balle est déviée, elle n'arrive pas au but, tant mieux pour eux, tout à fait entre nous. Qu'est-ce qui explique le succès de ces histoires? Vous avez vendu des je crois millions tout de livres, Pierre Bellemare. C'est 80 livres depuis 40 ans d'histoires fantastiques. Chacun se tire entre 150 et 250 000 exemplaires. Mais cela dit, je pense que c'est la vérité, c'est la sincérité. Je crois qu'il fait le succès de nos bouquins. C'est la manière dont nous écrivons et la sincérité de nos écrits. Voilà. Je crois que c'est ça. Et la manière de raconter. Oui. Cette manière incroyable. Vous avez découvert un jour votre voix, la puissance de votre voix, à la radio d'abord. Oui, mais ça, vous savez, vous n'êtes jamais conscient de ça. Vous ne le découvrez jamais, c'est pas vrai. Hein. Non. C'est les gens qui vous disent des choses, mais vous êtes toujours hésitant. Vous savez pas si c'est bon ou pas bon. Il faut qu'on vous le dise. Moi, encore aujourd'hui, si je raconte un truc, quand j'ai terminé, je dis ça a été, ça marche, c'est bon. Bien sûr, je n'ai confiance que dans les techniciens qui sont devant moi, notamment aujourd'hui, quand vous lisez au prompteur, et qu'il faut être naturel, il ne faut pas qu'on voit que vous lisez le prompteur. Je n'ai aucune mémoire, donc je suis obligé de lire le prompteur. Bon, il faut dire que je le connais bien, le prompteur, hein, depuis l'origine. Mais donc, j'essaye de lire le plus naturellement possible et de ne pas faire voir que je lis. Bon, mais j'ai toujours un doute. Donc, je me renseigne auprès des techniciens après. Je dis, ça a marché, j'ai toujours le doute. Et il faut l'avoir. Il n'y a aucune certitude dans ce métier. C'est toujours une incertitude. Est-ce que cette émission va marcher? Est-ce que celle-là ne va pas marcher? C'est ce qui fait le merveilleux de ce métier, le hasard de ce métier, la beauté de ce métier. Oui. Vous voyez, imité par Laurent Gérard, Pierre Bellemare. Mais j'adore Laurent. Vous avez envie de raconter la vie de Jésus à la manière de Laurent Gérard. Non, mais quand vous voyez, il vous imite bien, c'est vous. Je ne la raconterai pas à la manière de Laurent Gérard, parce qu'il faut dire que je raconte la Passion du Christ chaque année dans le texte de Péguy. Je la raconte dans une église tous les vendredis saints de chaque année. Bon. Et cette année, je l'ai raconté dans une toute petite chapelle qui venait d'être restaurée, où il y avait donc peut-être une centaine de personnes. Et je lis ce texte absolument admirable, que personne ne connaît, qui était des plus beaux textes écrits par un Français. Mais Laurent Gérard, Charles Péguy. Mais Laurent Gérard, il vous fait rigoler. Il va à l'opposé totalement de moi. Voilà. Vous arriveriez à imiter Laurent Gérard qui imite Pierre Bellemare? Non, je ne sais pas. Non, c'est pas possible. Je ne suis pas du tout imitateur. Non, mais je ne sais pas, je n'ai pas imité. Je ne sais pas faire grand-chose, vous savez, je sais raconter des histoires, c'est tout ce que je sais faire. Vous savez surtout, faire participer les gens à ce que vous faites. Ça a toujours été ça, votre truc, Pierre Bellemare? Toujours, oui. J'ai toujours voulu que les gens participent, soient nos complices, en quelque sorte. Bon, qu'ils nous comprennent à demi-mot, qu'ils
il voit les intentions, que le geste suffise. Bon. Et lorsqu'on faisait des émissions de jeu, par exemple, La tête et les jambes, qui était une émission extrêmement célèbre, c'était tout un bazar, parce que vous aviez, les questions n'étaient pas simplement des questions, c'était en fait des sketchs joués par des comédiens. Et quand on avait vu le sketch, on posait la question historique, d'ailleurs en général, sur ce que les gens avaient vu. Donc les gens avaient l'impression que tout le monde pouvait y répondre, puisqu'ils avaient vu finalement la scène. Bon, c'était une toute autre manière de faire de la télévision. Oui. Mais à l'époque, les budgets n'avaient pas d'importance. Oui, c'est pas le cas aujourd'hui. Alors on peut pas dire qu'aujourd'hui... Attendez, les gens qui faisaient la télé, c'est-à-dire moi et mes camarades, nous, on gagnait très très mal notre vie, mais vraiment c'était nul. Mais par contre, les moyens pour faire l'émission, ils étaient considérables. Oui, mais quand vous voyez la télévision aujourd'hui, Pierre Bellemare, vous vous dites quoi? Je me dis que j'admire particulièrement Boccolini, par exemple, qui a une émission où dans Tout et pour tout, il y a des questions sur un écran. Enfin oui, les types choisissent entre 5 trucs. Enfin, c'est d'une pauvreté de décor totale. Eh bien, par la manière extrêmement discrète, je ne sais pas si vous avez regardé une fois, mais on ne peut pas dire qu'elle occupe beaucoup le terrain. Elle est extrêmement... Et c'est toute l'astuce. Oui. C'est toute l'astuce. Elle se fait toujours désirer, ce qui est toute l'astuce de Boccolini. Oui. Eh bien, bravo, je suis en admiration devant elle, parce qu'elle a un matériel qui est très pauvre, et elle va en faire quelque chose où même moi, qui suis complètement blasé, je regarde, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils ont bien choisi? Vous ne trouvez pas qu'il y a un peu trop de méchanceté aujourd'hui à la télévision? C'est plus la télévision bon enfant. C'est-à-dire que les séries, c'est encore ce qui marche le mieux à la télévision, les belles séries. Alors, on a beaucoup copié les Anglais, qui, il faut le dire, font des séries formidables et qui sont généralement extrêmement dramatiques. Faut toujours, ça se passe mal. Donc, c'est vrai qu'on a pris cette habitude. Et c'est les choses les pires qui marchent le mieux à la télé aujourd'hui. Oui. Les écoutes les plus fortes sont sur des choses épouvantables. C'est-à-dire les choses épouvantables? Oui, des séries très dures, quoi. Des polars infernaux, voilà. Oui, c'est pas la télé que vous avez aimé? Non, attendez, vous avez aussi le contraire. Patrick Sébastien a toujours fait une émission de télévision du bonheur. C'est le rêve. Il rêve d'ailleurs, Patrick, quand il fait ses émissions. Il vous entraîne, quand on est invité, il vous entraîne avec lui. Donc, voilà, il y a encore une télévision très souriante, très gaie, très bon enfant, finalement, grâce à Patrick Sébastien. Et j'espère qu'on ne pourra pas, par la bêtise, parce qu'il commence à être vieux lui aussi, de lui retirer son émission qui est absolument formidable. Pourquoi? Parce qu'on veut virer tous les vieux aujourd'hui, non? Ça a toujours été le cas. Moi, quand j'avais 50 ans, j'en ai 87 aujourd'hui, on me disait, monsieur Bellin, il faut s'arrêter parce que vous êtes trop vieux. Ah oui. Et vous êtes toujours là? Non, pas à la télévision, non. Mais Drucker est toujours là, par exemple. Ah, mais il est beaucoup plus jeune que moi. Oui. Bon, non, puis il va continuer, fort heureusement, parce que ce qui est très bien, c'est très bien ce que fait Michel. Mais il y avait une génération Bouvard. Il aurait dû continuer. Non, voilà, Bouvard, il est comme moi. Vous savez, puis on arrive à un moment donné où, malgré tout, les éléments, en quelque sorte, ce qui fait notre corps, notre cerveau, commencent à avoir des problèmes. Donc il vaut mieux s'arrêter. Oui, mais c'est le public qui décide, qui a toujours décidé. Oui. Non, au fond. C'est à lui qu'on doit tout, non? Oui, mais je fais une émission qui s'appelle Les Enquêtes Impossibles, où je suis à l'image, mais je suis quelqu'un qui vient de temps en temps, mais sinon l'essentiel des images sont des images achetées aux États-Unis sur des enquêtes absolument extraordinaires et que nous commentons. Donc quand vous n'apparaissez que peu dans une émission comme c'est mon cas, on dit oui, c'est présenté par Pierre Bellemare, mais dans cette émission, je fais quoi, 10, 15 minutes au maximum sur une heure. Donc c'est ces proportions-là qu'il faut respecter. Il ne faut pas s'imposer. Oui, il ne faut pas s'imposer. Faut être discret, très discret. Mais quand on a ça dans le sang, j'allais presque dire... c'est dur de ne pas en faire. C'est votre vie, Pierre Bellemare. C'est très dur de ne pas en faire. Oui, et votre vie, c'est de raconter des histoires encore aujourd'hui. Tout à fait. Et au fond, ces histoires que vous racontez, c'est l'histoire des gens, c'est l'histoire de ceux qui vous écoutent, au fond, qui peuvent s'y retrouver. Parfois. Oui. Oui, parfois, oui, c'est vrai. C'est l'histoire de la vie? Oui, tout à fait. Oui, de la vie quotidienne. Parce que la vie quotidienne est peuplée d'histoires qui peuvent être merveilleuses, mais vraiment merveilleuses. C'est-à-dire, c'est un miracle, une chose qui se passe, c'est extraordinaire, ou dramatique complètement. Et elle arrive, cette histoire, à des gens à peu près semblables. D'une manière totalement inattendue. Ils se retrouvent dans une situation invraisemblable. J'avais raconté une fois un père qui est avec son fils dans une voiture. Ils sont en montagne. Il y a un virage. Il le prend mal. Bang, il bascule. Coup de chance, il tombe de 50 mètres environ et la voiture n'a quasiment rien. Et le fils n'a rien. Mais lui, sa jambe est coincée, ouverte. Et il ne peut pas sortir à cause de ça. Il va prendre une décision invraisemblable. Il a un couteau sur lui.
il va décider de se couper la jambe pour pouvoir partir. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça demande comme volonté. Oui. Il va y arriver. Ensuite, avec son fils, il va remonter les 50 mètres sur la route pour enfin être recueilli. Il va y réussir aussi. Quand la personne voit cette personne sur la route, elle ne croit pas ce qu'il lui raconte, parce qu'elle dit, c'est pas possible. Elle se dit, papa peut se couper la jambe lui-même. Ah ben si. C'est comme ça qu'il a été sauvé, qu'il a sauvé son fils. Eh bien ça, c'est un héroïsme incroyable, incroyable. Bon. Et ça fait très plaisir de raconter ce genre d'histoire. Merci beaucoup, Pierre Bellemare. Curieux objet, étrange histoire, 33 objets, 33 destins extraordinaires chez Flammarion. C'est l'un de vos nouveaux livres. Voilà, un de plus, mais tellement de bonheur à l'intérieur. Merci. Merci à vous.